Lundi 13 décembre 2021, le cinéaste Robert Guédiguian était à la librairie Ombre Blanche lors d'une rencontre organisée avec le cinéma ABC à Toulouse, autour de la publication de son livre aux éditions Les Liens qui libèrent. Les lendemains chanteront-ils encore ? Nous n'allons pas résumer le livre dont tu viens nous parler, dire quelques mots. On va peut-être essayer plutôt de tourner autour parce que la lecture est dense. Il y a du travail, il y a beaucoup de travail. Il y a du travail pour ceux qui se sont exprimés, celui qui s'est exprimé, celui qui t'a aidé à t'exprimer et qui l'a écrit avec toi. Et puis bon, ensuite tu as du travail ce soir pour la présentation en avant-première du film à l'ABC et à Utopia. Donc, et puis demain encore du travail pour la Cinémathèque, mais on s'en dira deux mots peut-être tout à l'heure, à la fin. Donc merci pour ta présence à Toulouse qui est régulière depuis longtemps. Je crois que tu as présenté presque tous les films, oui. Voilà. En tout cas, depuis les années 90, depuis L'argent fait le bonheur, La vie à la mort. Après, je suis venu très régulièrement, oui, toujours, oui. Et plus encore depuis 5 ans, pour cette présidence de Cinémathèque qui t'aura beaucoup occupé, mais on a dit qu'on en parlerait tout à l'heure. En attendant, donc les lendemains chanteront-ils encore quand on lit ce livre qui, bon, dans lequel il y a vraiment beaucoup d'idées, beaucoup de contenu. On pourrait dire presque, on enlève le point d'interrogation, hein, les lendemains chantent. Tu as cet incorrigible optimisme. De façade en tout cas. Je ne suis pas là pour désespérer le monde, enfin non plus. C'est vrai que il y avait... Je suis optimiste le matin en me levant, parce que sinon je ne me lève pas, mais le soir je suis très dépressif lorsque je me couche. Hein. Je veux dire, il y a toujours tu sais, il y a la fameuse formule de Gramsci, mais enfin, certains disent qu'il a piqué lui-même à Romain Rolland, mais à lier le pessimisme de l'intelligence à l'optimisme de la volonté, ou dans l'autre sens plutôt. Et je crois que c'est une dimension qu'on a tous, enfin, je crois qu'on est tous... Enfin, on peut pas être d'un optimisme béat, en même temps se doit de l'être pour mener quelques combats, pour en réussir quelques-uns, pour en perdre beaucoup. Voilà, il faut se remettre en selle en permanence, donc j'essaie d'avoir toujours de l'humour, y compris dans des choses un peu plus théoriques, un peu plus sérieuses. Je crois même qu'en fait l'humour et le sens de la fête, et le twist d'ailleurs, pour parler reprendre le titre du film ce soir, on fait défaut à toute l'histoire récente du mouvement ouvrier. Voilà. Le socialisme est toujours apparu. Je dis le socialisme, quand je dis socialisme, je dis en communisme aussi. Je ne fais pas des distinctions théoriques entre ces deux étapes-là, de la construction, etc. Bon, peu importe, je désigne par là cette grande idée émancipatrice du mouvement ouvrier du 19e siècle. Et donc je dis indifféremment socialisme ou communisme, pour que ce soit plus commode. Et c'est vrai que je crois qu'il ne s'est jamais assez préoccupé de l'aspect émancipateur dans tous les secteurs de la vie, dans l'ensemble, dans la vie tout entière, dans la vie prise dans son ensemble, quoi. L'insistance mise à travailler que sur des rapports sociaux, les rapports économiques, sur des victoires à ce niveau-là, qui sont certes déterminantes, donc je continue à penser qu'elles sont déterminantes, mais a fait un peu oublier que toutes les autres luttes qu'il fallait mener, et qu'il fallait les mener aussi dans la joie. Je veux dire, il y a une espèce de... pour changer le monde, il faut penser qu'il peut devenir beau. Il faut penser qu'il peut être joyeux. Sinon, on fait rien. Sinon, autant rester où on en est là. Donc, si on se bat, c'est aussi pour cette raison-là. C'est pas que pour ne plus être exploité. C'est des bonnes raisons, des très bonnes raisons. Mais c'est aussi pour se marrer un peu plus, si j'ose dire. Donc, c'est pour danser le twist. C'est pour réconcilier socialisme et twist. Voilà. C'est ce que j'essaie de faire dans le film que vous verrez ce soir. Enfin, pour certains, vous le verrez ce soir, d'autres une autre fois. Alors ce livre ne manque ni de joie ni d'humour, mais il manque surtout pas de sérieux. Alors on va revenir au point d'interrogation, parce que tu vas nous raconter
comment et pourquoi ce livre est né. Est-ce que c'est toi qui finalement a proposé le système du dialogue et donc des points d'interrogation que Christophe Kantchev pose et de ces réponses souvent très longues que tu donnes et j'imagine bien qu'après tout ce travail de réécriture, c'est le principe de ces livres de dialogue. Celui-ci est quand même particulièrement nourri, encore une fois, de la joie. C'est vrai, il y a de l'espoir, mais quand même aussi une interrogation sur notre monde, de la page de la page 1 à la dernière page. Ben, je crois qu'on est obligé de se poser la question, surtout quand on a un petit peu de temps entre deux films. Et là, j'ai été retardé dans mes activités de cinéma, on va dire, à cause du Covid, justement. Et donc, j'ai fait un film de moins que ce que j'aurais dû faire. Du coup, j'ai réfléchi à un peu tout. Et un petit peu tout ce qui fait nos vies. En tout cas, tout ce qui fait la mienne. Et ce qui fait la mienne, quand même, il y a une grande partie de ma vie qui est liée à cette foutue histoire de communisme, bien sûr. Puisque je suis tombé dedans quand j'étais petit, carrément. À 14 ans, quoi, grosso modo. Peut-être même avant, inconsciemment, et puis consciemment à 14 ans. Mais tout simplement parce que je suis né dans un quartier ouvrier, parce que mon père était ouvrier, parce que je voyais que mes parents souffraient, travaillaient beaucoup en tout cas, voilà. Mais il y avait le joie de vivre malgré ça. C'est pour ça que je reviens sur le terme souffrir. Donc tout ça m'a fait penser que j'ai vu très vite qu'on pouvait peut-être inventer un autre monde. Et là, je suis tombé inévitablement sur Marx, sur le manifeste du Parti communiste, celui de 1848. Et puis après, sur tout ça, voilà. Mais alors, je dois dire que je suis rentré quand même dans ce moment-là, dans cette sensibilité, dans cette idéologie, appelez ça comme vous voulez, dans cette philosophie, à un moment où elle essayait de se bâtir dans l'union, en fait. C'est-à-dire que je suis arrivé là, en plein moment de l'union, de ce qu'on a appelé l'union de la gauche, donc, et de la constitution du programme commun, qui a été signé en 1972. Donc moi, j'avais 17 ans à ce moment-là. Donc j'ai quand même passé une bonne partie de ma vie à croire que c'était absolument possible et réalisable, c'est-à-dire que nous allions y arriver, pardon. Un prof de français devant moi, il me regarde de travers. Bon. et donc, c'est vrai que c'est une perspective. On ne pensait pas, ou on ne pensait pas trop, était secondaire ce qui se passait dans le reste du monde. En tout cas, ce qu'on appelait le socialisme à la française était pour les jours qui allaient arriver. Voilà, se battait tous les jours pour ça. Et ça m'a. Donc ça m'a donné à penser une chose extrêmement que j'ai développé dans le livre, et que je pourrais continuer à développer, qu'en fait, je pense que ce qui est arrivé de plus grave au mouvement ouvrier depuis sa naissance, c'est la séparation tragique, la coupure entre réformisme et révolution, qui me semble être de plus en plus, vu d'ici, vraiment une absurdité. C'est arrivé. Ce débat arrive tout de suite après Marx, même du vivant de Marx. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on fait avec ces ouvriers qui là, pour le coup, souffrent à ce moment-là, très très certainement, avec les enfants qui travaillent dans les mines, etc. Je ne vais pas vous raconter le capitalisme du 19e siècle, mais bon, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on n'améliore pas leurs conditions de travail? Est-ce qu'on n'essaie pas de prendre le pouvoir pour changer les choses? Est-ce qu'on ne fait pas de syndicats pour essayer de gagner un peu plus d'argent et de travailler un peu moins, etc., des congés, bon, tout ce que vous savez comme moi. Et est-ce que ça nuit à l'idée révolutionnaire, à un changement plus radical? Voilà. Bon, et puis là, sur ces circonstances, il y a la faillite de la Deuxième Internationale en 1914, où tous les partis social-démocrates, il n'y avait que des partis social-démocrates à ce moment-là, évidemment, les partis communistes n'existaient pas, votent les crédits de guerre, et Jaurès meurt, est assassiné, Rosa Luxembourg est assassiné, quelques temps plus tard, Gramsci est en prison, et Lénine fait la révolution. Dans un petit pays arriéré, etc., etc. Et ils la font en quelques heures. Et c'est là que se constituent les deux partis, réforme ou révolution. Alors, ce que je comprends historiquement, je ne comprends pas que ce poids de l'histoire ait perduré autant que ça. Je comprends historiquement, bien entendu, que quelques années après la trahison, quand même, de tous les partis sociodémocrates qui ont tous voté les crédits de guerre, et qui sont tous devenus nationalistes du jour au lendemain, en quelques mois, et qui ont donc fait participer, on va dire,
activement à cette guerre absolument pourrie, infâme, qui n'avait aucun sens idéologique, cette guerre de 14-18, la guerre la plus pourrie, peut-être de l'histoire. Bon. Je comprends que quelques temps plus tard, ceux qui avaient survécu, je veux dire, à cette catastrophe, dont Lénine d'ailleurs, n'aient pas eu très très confiance dans ceux qui avaient voté les crédits de guerre, bien entendu. Donc, mais ce point de départ est vraiment tragique, quoi. Et je sais que des gens commençaient à réfléchir à un oxymore, effectivement, qu'utilisait d'ailleurs Jaurès, quand il parlait de réformisme révolutionnaire. Bon, moi je crois qu'effectivement le réformisme était impossible à ne pas accepter, à ne pas pratiquer, et qu'il fallait effectivement qu'il ait sans arrêt à viser une amélioration plus définitive et plus large, mais que c'était quelque chose après quoi il fallait courir. C'est-à-dire que pour moi le communisme aujourd'hui c'est quelque chose toujours à atteindre, qui ne sera jamais obtenu. Donc il ne s'agit pas de bâtir un système ou une idée d'un système ou le dessin d'un système qui serait qu'on pourrait établir dans ces grandes lignes et même dans ces détails parfois certains l'ont fait dans ces détails, mais il s'agit de le vivre comme un impératif catégorique, on pourrait dire. Il s'agit de vivre ça comme une visée permanente, quoi, voilà. Fais en sorte que tous tes gestes créent du communisme autour de toi. Alors je veux dire, c'est peut-être vrai, c'est peut-être une morale individuelle, et ça peut être une morale, évidemment, ça peut être la morale et j'aime bien parler de morale en politique en fait. Et ça peut être la morale aussi d'un parti, ça peut être la morale d'une alliance entre réformisme et révolutionnaire. Bref, il faudrait, je pense, refaire le congrès de Tours à l'envers. Et c'est ce qu'il y a. Et c'est ce qui, d'ailleurs, dans tout l'Occident, il faut quand même, justement, que j'ai un peu de temps, si on a un peu de temps pour réfléchir, on s'aperçoit, on regarde, et on voit que dans tout l'Occident, quand même, il n'y a jamais eu de révolution. C'est-à-dire jamais, quoi. Jamais, sans union, il y a eu une prise du pouvoir de la gauche dans aucun pays occidental. Jamais. Donc au bout d'un moment, au bout de 50 ans, 60 ans, 80 ans, 100 ans, on peut peut-être se dire qu'il y a quelque chose à fouiner, là. Voilà. On n'est pas plus fort que le réel. Ou alors on est fou. Bon. Il y en a pas mal de fous. Hein. Voilà. C'est un peu, j'ai tourné un petit peu autour de ce type de réflexion pour qu'effectivement, peut-être, je veux dire, mais peut-être que c'est des points de départ pour effectivement espérer qu'un jour, effectivement, les lendemains chanteront. Mais c'est vraiment, c'est après-demain plutôt. Alors c'est une revisite de la pensée sociale, c'est une revisite de l'histoire, c'est une revisite de tout ce qui t'a aidé, toi, et a contribué à être ce que tu es, et ce que tu es, d'emblée, tu dis, alors je n'ai pas noté les pages, hein, il y a beaucoup de choses, tu dis, ton point de vue, c'est « je suis un intellectuel communiste ». Et à travers cette position, bon, tu revisites ce que je viens de dire, et tu souhaiterais que ton lecteur, d'une certaine façon, s'empare lui aussi de tout ce que tu évoques pour lui. Tu dis, tu écris, je crois qu'il faut, enfin, tu dis à Christophe Konchev, je crois qu'il faut forcer avec délicatesse les gens à se mêler de la politique. On a vraiment l'impression de revenir à ce à quoi nous avons beaucoup cru et contribué dans les années 70-80 et qui progressivement s'est éteint. À la fois l'espoir et puis et le travail aussi. Ce que tu disais, l'impératif catégorique. Oui, donc je pense qu'il faut effectivement que tout le monde refasse de la politique de manière très, très active, sous des formes qui ne sont pas forcément d'ailleurs les mêmes, mais sous des formes aussi, et c'est là où j'interviens aussi contre quelque chose qui sous des formes qui, si on n'accepte pas la question de la prise du pouvoir, sous des formes qui doivent quand même s'organiser. C'est-à-dire, j'ai eu plusieurs débats d'ailleurs sur ces questions-là avec des mouvements, des associations, même à Marseille, avec des associations autour de la rue d'Aubagne, par exemple, ces immeubles qui se sont effondrés il y a 3 ans, vous savez, ils ont créé un comité de soutien très puissant d'ailleurs, très actif. Et effectivement, tous ces gens, souvent, les gens qui participent à ce mouvement-là refusent l'organisation, en fait. Et bon, moi je continue à penser que si on veut prendre le pouvoir, il faut quand même une organisation d'une manière ou d'une autre. Non seulement prendre le pouvoir, mais et ça par rapport à ce que tu viens de me dire, et aussi par rapport à l'idée de transmettre quand même des luttes, quoi, de garder un fil toujours tendu. Je veux dire, une organisation, ça assure aussi une pérennité, quand même une transmission, une pérennité des combats, un apprentissage, etc., etc. On n'a pas oublié. Je suis sûr que tous les
D'ailleurs, tous les gens que je rencontre dans ce moment qui ont 20 ans ne savent pas qui est Gramsci, ne savent pas qui est le roi de Luxembourg, ne savent pas, pas trop, pas toujours reste non plus, pas trop, un peu plus. Parce qu'il est français, mais bon, parce qu'il est toulousain, mais un fait, ou du moins qu'il a été ici assez souvent. Mais il y a cette espèce de nécessité. Alors je crois qu'effectivement, il faut revenir aussi sur des choses de ce type-là. C'est-à-dire les mouvements sociaux divers et variés qui ont existé en France, qui existent en France depuis 10 ans, sont tous extrêmement encourageants, hein, je crois. Et la plupart du temps, ils ont raison dans leur action. Mais c'est comme s'ils étaient des intermittents du militantisme, quoi, des intermittents de l'action, comme on dit, des intermittents du spectacle, comme si. Donc ils travaillaient sur une cause spécifique, très particulière, localisée. Ils se battaient parfois très bien. Parfois ils perdent, parfois ils gagnent un peu, parfois ils gagnent beaucoup. Enfin bon, tous les cas se sont produits. Et puis quand le mouvement est fini, justement, ça ne continue pas, ça s'autodissout. Alors c'est à la fois extrêmement important, je crois, pour freiner effectivement le développement qui semble inéluctable du monde dans lequel on vit, et qui est le développement capitaliste, disons-le comme ça, plutôt que de dire libéralisme ou néolibéralisme, ce nouveau capitalisme-là. Pour ça, pour freiner, ça compte pas mal, mais pour proposer autre chose, ça n'existe pas trop. Et ça nous propose surtout, et puis surtout, il n'y a pas d'alternative de prendre un petit peu plus de pouvoir. Et prendre le pouvoir, ça me semble quand même continuer à être une problématique qu'il faut connaître, quoi, parce que il y a des choses qui ne se règlent pas que dans le mouvement. Il faut quand même avoir une action sur les choses évidemment nationales, internationales, européennes, etc., etc. Je ne peux pas que se préoccuper d'une cause locale, hein, aussi passionnante soit-elle. Et souvent même, c'est des résumés ou des condensés de choses qui sont plus larges, plus universelles, mais malgré tout, ces combats locaux ne suffisent pas. Alors, il faut occuper le terrain. Tu fais effectivement référence à Gramsci régulièrement, et voilà, la guerre de position consiste à devenir hégémonique culturellement. Conquérir, cela veut dire occuper le terrain, tous les terrains, pour gagner la guerre des idées. Aujourd'hui, on l'a perdu. On est loin. Hein. Oui. Non. Mais toi, ton travail donc d'intellectuel communiste, c'est quand même celui-là. Tu n'as jamais dérogé à cette idée de te bagarrer et de conquérir. Donc aujourd'hui, on y revient. Oui, parce que je crois. Ça, par exemple, je trouve que Gloria Mundi, dans mon film précédent, était absolument est partie en fait de ce constat très 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 sombre en fait qu'effectivement la bataille des idées était perdue. C'est-à-dire que donc l'égoïsme avait envahi et dévasté tous les liens, y compris les liens donc dans Gloria Mundi, les liens pour ceux qui l'ont vu, y compris des liens syndicaux, des liens familiaux, des liens amicaux. Bon, tout ça il n'existe plus rien du tout, plus aucune valeur de solidarité, si ce n'est que c'est pas une valeur d'ailleurs, il n'y a qu'une course individuelle, hein, comment s'en sortir, quoi. Je veux dire, bon là. Donc c'est vrai que je pensais... D'ailleurs, à ce moment-là, il est arrivé que sur ce film, on me reproche effectivement de ne pas parler des luttes en cours. Bon, c'était pas l'objet. Dans un film, je crois qu'il faut être excessif. Je voulais au contraire parler de tout ce qui n'allait pas. Je voulais faire un constat violent de ce qui n'allait pas. Ce qui ne veut pas dire que j'ignorais effectivement ce qui se passait à ce moment-là. Par exemple, à ce moment-là, pendant qu'on tournait, il y avait les Gilets jaunes bon, j'ignorais pas les Gilets jaunes, mais je veux dire, un film n'est pas fait pour parler des choses de manière exhaustive. Il doit, je crois, provoquer une réaction à partir d'un excès, quoi. C'est une tragédie, soit une comédie. En fait, un film doit tenir des partis pris jusqu'au bout, ne pas raconter le réel dans son entier. C'est là, d'ailleurs, c'est pour ça que je trouve que c'est plus facile quand on s'abstrait un peu. C'est-à-dire, c'est plus facile dans un livre qui n'est pas une œuvre d'art que dans une œuvre d'art, où effectivement, on peut moins tenir tous les fils de la compréhension d'une société. Mais donc je reviens à devenir hégémonique culturellement, et on ne va pas empiéter sur le dialogue qu'il y aura ce soir avec toi sur le twist à Bamako. Voilà une nation, l'Amérique du Nord, les États-Unis, qui, eux, ont été, avec justement, tu le dis dans ton livre, avec le twist, oui, ont été finalement plus forts que l'esthétique communiste et même l'espoir communiste. Mais je crois qu'effectivement, ils ont gagné par la joie, en fait, je crois, par le sourire, quoi, par le cow-boy américain, par
effectivement par le cinéma aussi d'ailleurs. Mais regardez comment, effectivement, à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, pourtant le maillage du territoire, par exemple, pour que les Russes fassent civilisation, je veux dire, était quand même beaucoup plus propice aux Russes, aux Soviétiques qu'aux Américains. Il y avait effectivement des syndicats très forts, un parti très fort, etc., etc. Et tout ça a été balayé par le chewing-gum, par le sourire ravageur des boys. Et voilà, et c'est comme ça. Je veux dire, c'est bien que si bien ça illustre, c'est une bonne illustration de mon hypothèse. C'est-à-dire, je crois que il faut effectivement, dans une reconquête aujourd'hui, il faut la mener avec des moyens qui soient à la fois des moyens effectivement culturels du côté du spectacle, du côté des fêtes. Ceci, ça a existé. Dans les moments où, vous voyez, il y a toujours eu aussi des chorales, des fêtes, des maisons des fêtes, des salles des fêtes, etc., etc. Aussi des kermesses, voilà. Mais je crois que c'est effectivement très important d'arriver à mener ce combat avec une espèce d'exaltation, de sens du spectacle, de mise en forme, en fait. Je crois qu'il faut réfléchir aux formes. Alors je reviens à ce terme de conquérir, parce qu'actuellement, le terme de conquérir, il est pris par un autre, qui lui a donné à son parti, enfin, ou à son groupe, ce mot de reconquête. On ne va pas en parler, mais pour autant, et en attendant peut-être de reconquérir, et de réactionner ce qu'il est possible d'actionner aujourd'hui politiquement dans la société française. Toi, tu parles de moments communistes, oui. C'est-à-dire de ces moments qui existent. Tu en parlais à l'instant à propos de Marseille, mais voilà, tu appuies beaucoup autour de cette notion de moment communiste. Tu peux en dire quelques mots ici ? Oui, je crois en attendant que les gens te lisent, évidemment. Oui. Non, je crois qu'effectivement, il faut essayer une des manières aussi, je parlais de forme, une des formes, effectivement, c'est de créer du communisme autour de soi. D'abord, il y a du communisme qui est déjà là. Je prends des exemples, comme par exemple la sécurité sociale. La sécurité sociale, on peut le tourner dans tous les sens, je veux dire, le regarder sous tous les angles. C'est du communisme pragmatique, c'est du communisme réalisé, la sécurité sociale. C'est bien pour ça qu'elle est attaquée en permanence, d'ailleurs. Mais je crois qu'il faut essayer de créer, donc de prêcher aussi par l'exemple, donc, comme je disais, par le spectacle et par des nouvelles formes, par l'exemple aussi, c'est-à-dire qu'on peut, je crois, dans un village, dans une entreprise, en fabriquant un film, mais bon, ça c'est... Je crois qu'on peut essayer comme je disais tout à l'heure, d'avoir une attitude, une visée communiste, en fait. C'est-à-dire, ça veut dire quoi ? Ça veut dire effectivement essayer de faire en sorte que les individus, dans la manière d'entreprendre ces actions-là, que les individus se réalisent autant que la société qu'ils composent. C'est-à-dire cette espèce puisque le communisme n'est jamais que la société qui propose le plein épanouissement des individus. Citation de Marx que je reprends là, qui est la moins citée du monde, en fait, puisqu'en général, on considère que le communisme s'oppose à l'individu. Je pense que c'est exactement le contraire. C'est une société où, effectivement, individus et société sont en harmonie. Donc, on peut essayer de créer ça à travers un projet commun et à travers le partage du fruit du travail de ce projet commun. Et ça peut se faire à différentes échelles. Alors, évidemment, je prends des exemples, souvent dans une entreprise. Je veux dire, la coopérative à Marseille, qui par exemple a repris le thé, le grand conflit qui a eu lieu pendant une dizaine d'années, c'était l'été de l'éléphant, voilà, qui appartenait à Unilever. La coopérative existe depuis 7 ans. Oui, c'est une coopérative qui s'appelle le nom du nombre de jours de grève qu'ils avaient fait, je crois. C'est genre 1314, je sais pas combien de trucs, bon, j'oublie le chiffre. C'est nommé comme ça. Je veux dire, elle fonctionne très très bien. C'est des gens qui effectivement, pour moi, à ce moment-là, fabriquent un moment communiste. Donc c'est une manière aussi peut-être qui passe pas par la théorie et par l'enseignement, mais qui passe par l'exemple, en fait, en disant, regardez ce qu'on fait, voilà, venez observer, venez regarder nos comptes, venez parler avec nous, vous voyez comment nous travaillons, et nous créons là un moment que j'appelle donc communiste. Je fais juste à nouveau un tout petit détour par le terme de reconquête, et bon, parce que tu nous le rappelles, dans ces entretiens, il n'y a de populisme que de droite, là tu es très affirmatif, et évidemment quand on parle de populisme évidemment de droite, on ne peut pas ne pas penser à identité, et j'ai beaucoup aimé cette formule qui est la tienne. Tu dis l'identité c'est la biographie.
Oui, je crois que l'identité n'est pas un sujet politique, en fait. Ça ne regarde pas la politique, l'identité, du tout. Dieu sait si on parle que de ça en ce moment, mais parce que l'identité, ça se construit autant que c'est autant devant nous que derrière nous. Donc l'identité, ça se construit. Moi, je dis souvent, je sais pas, je connaîtrai mon identité lors de mon dernier souffle, en fait. Donc ça correspondra à ma biographie. Et j'ai été successivement des choses très différentes. Et dans mon identité, évidemment, il n'y a pas que mes origines, que ma provenance géographique, que les religions autour desquelles j'ai pu tourner, sans y adhérer toutefois, mais qui sont quand même mes origines, qui sont quand même de la formation intellectuelle. Mais évidemment, il y a mon orientation sexuelle, il y a le fait que j'ai 2 filles et pas 2 garçons, il y a le fait que je fais du cinéma, et le fait que voilà, je veux dire, tout ça, évidemment, compte, le fait que je vis ici alors que je suis effectivement allemand par ma mère, arménien par mon père, etc. Tout ça ne s'oppose pas d'ailleurs, tout ça se juxtapose, et tout ça se choisit. Il y a des moments de la vie où les choses font que on va plutôt d'ailleurs vers même sur la question des origines, on va plutôt vers là que vers là. Je sais que je vais beaucoup plus en Arménie depuis 20 ans qu'auparavant. Auparavant, j'y étais jamais allé d'ailleurs. Et donc cette question me préoccupe un petit peu plus aujourd'hui. Et là, je viens de passer quand même, je ne m'y attendais pas il y a 5 ans, je ne savais pas que j'irais tourner en Afrique. Je suis allé tourner en Afrique, je n'étais jamais allé en Afrique. Et pour moi, c'est dans ma vie, c'est une chose qui est une révélation, qui est une chose qui m'augmente aussi. Et qui va participer maintenant de mon identité, de mes recherches, de ma biographie. Donc. C'est pour ça que je pense que c'est un sujet, l'identité, je pense que c'est un sujet littéraire fantastique. Hein. Enfin, la biographie aussi, donc évidemment, tout le monde écrit avec sa biographie, écrit avec son identité. Mais évidemment, c'est pas du tout un sujet politique. Hein. Pas du tout, du tout. C'est pour ça que j'utilise cette formule. Alors, parmi les artistes ou les intellectuels artistes qui ont été à la fois dans cette exigence communiste, socialiste, l'exigence aussi d'une morale et d'une exigence participant d'une appartenance au collectif, hein, au monde, en n'en étant pas éloigné. Il y a évidemment, il y a Bertolt Brecht, et il y a Pasolini. Et de Pasolini, tu reprends cette formule d'agir avec le cœur conscient. Oui, je trouve ça encore un oxymore. Donc, décidément, c'est la formule du livre rhétorique. Oui, c'est ça. Mais je crois que c'est le dernier mot. Non, c'est pas le dernier vers. C'est l'avant-dernier vers, je crois, Descendre de Gramsci, qui est le long poème qu'il dédie à Gramsci en allant sur sa tombe, en fait, à Rome. Et c'est vrai que je trouve la formule assez belle. Je pense que là aussi, il y a eu un travail récent d'ailleurs sur cette question, sur l'opposition comme ça entre la raison et le cœur, le penser et le croire. Il y a eu un ouvrage de Didier Huberman là, qui est très beau aussi, sur... Peuples en armes et Peuples en larmes. Absolument. Peuple en larmes, qui est sorti il y a 3-4 ans, non 4 ans, qui est très beau parce qu'il remonte, il nous réexplique que cette opposition a toujours existé. Et pour moi, elle est en partie factice. C'est vrai qu'il faut agir avec le cœur conscient. Je crois que les deux choses sont mêlées. Je ne crois pas qu'il y ait de connaissances qui ne procèdent pas, ne relèvent pas, ne viennent pas d'une émotion, en fait. Et je crois que quand on dit que penser, c'est le contraire de croire, eh bien, je ne le crois pas. Voilà. Je crois que ces deux gestes-là sont tout à fait mêlés, intimement. Enfin, voilà. C'est pas les mêmes mécanismes, bien sûr. Bien sûr que la pensée suppose un travail précis, rigoureux, une étude, vérifier ce qu'ont dit les autres, etc. On fait tout un travail, une démarche, un boulot. Et que le cœur réclame que le cœur. Mais la croyance est une chose essentielle, effectivement, pour aller de l'avant. Juste pour que les lendemains chantent encore, il faut croire beaucoup en ce moment, il ne faut pas que penser. Puisqu'il est question de croire et que, évidemment, il était question à l'instant de Pasolini, à 2 reprises, tu donnes ton credo, tu redis ton credo pour l'évangile selon saint Matthieu ou selon Matthieu. Voilà, vous êtes le sel de la terre. C'est encore vrai? Non, c'est vrai que j'ai une espèce de non, je trouve, je sais pas, je crois que c'est la formule qu'utilise Pasolini, que c'est le plus beau livre du monde, en fait.
Donc évidemment, comme je viens de le rappeler, je crois à beaucoup de choses, mais je ne crois pas à Dieu. Je ne crois pas à Dieu, mais effectivement, je considère que cette histoire à laquelle donc je ne crois pas, je la considère comme de la fiction, mais c'est une magnifique fiction. Peu d'histoires sont aussi riches que celle-là, avec toutes les idées qu'elle trimballe, bien sûr, mais effectivement du sacrifice, du pardon, de la bonté en fait, voilà, qui est souvent d'ailleurs un gros mot, effectivement, dans le monde dans lequel on vit. Et je crois que la bonté, enfin, on peut dire bienveillance, si on ne veut pas dire bonté, bon, qui est connoté, je ne sais pas quoi. Fait, bon. En fait, parfois les distinctions m'intéressent et parfois je dis je m'en fous. Vous voyez ce que je veux dire, ils sont tombés, quoi. Donc des fois, il faut dire bonté. Je dis ça parce que souvent, les gens disent bienveillance, ils n'osent pas dire bonté. Hein, comme si ce mot-là était, je ne sais pas quoi. Enfin, c'est vrai qu'il est plus connoté religieusement, etc. Mais je crois que c'est la meilleure de toutes les vertus. C'est pour ça que c'est dans ce sens-là que je dis le manifeste du Parti communiste et l'évangile de Saint Matthieu, c'est mes 2 livres de chevet. Voilà. Alors, retour à la politique avec Saint Matthieu. Il est plus aisé pour un chameau de passer par le trou d'une aiguille que pour un riche d'arriver au royaume des cieux. Là, on ne peut pas le savoir. Le riche qui arrive au royaume des cieux, on ne le sait pas. C'est une proposition. On n'a pas vraiment accès. C'est une proposition. C'est une proposition. Mais non, le moment, évidemment, il y a aussi les marchands du temple. Je dirais qu'il y a quand même un moment très révolutionnaire. Il y a l'opposition à la colonisation romaine. Demandez, l'on vous donnera, disait-il aussi. Et ce que j'aime particulièrement, c'est ne jetez pas la pierre à la femme adultère. Il lui sera beaucoup pardonné parce qu'elle a beaucoup aimé. Ça, c'est quand même... bon, c'est très beau. Alors, petit retour, on va juste faire un petit écart. Pasolini, Bertolt Brecht, que je citais tout à l'heure, il y a tout un passage sur la violence, plusieurs passages sur la violence comme moyen, sur la violence comme fin, et il y a cette phrase qu'on attribue, qui est transformée dans sa traduction de Bertolt Brecht et qui avait donné comme un sous-titre à un film de Jean-Marie Straub, qui est là où la violence règne, seule la violence aide. Tu parles de ça notamment à propos des Gilets jaunes et d'autres, enfin des débordements en tout cas. La violence. Oui, mais je crois que la violence, en fait, populaire, en fait, la violence c'est toujours une violence qui vient en réaction, c'est-à-dire qu'effectivement, c'est toujours une violence de légitime défense, en fait. C'est une violence lorsque les autres solutions sont épuisées, quand il n'y a plus rien d'autre. Donc c'est souvent, c'est la seule d'ailleurs qui puisse être légitime. Évidemment, on prend le grand exemple français dans l'histoire de France, c'est bien sûr la résistance, qui effectivement va jusqu'à donc les francs-tireurs. Donc on tire sur des nazis qui sont pas en position de guerre, qui sont sur le quai du métro, voilà. Et évidemment, bien entendu, je ne sais pas qui aujourd'hui oserait dire que cette violence-là était illégitime. Hein. Mais c'est vrai que je ne peux que la concevoir que et seulement dans ce cadre-là, comme violence révolutionnaire. Les autres, parce qu'on a eu d'autres manifestations, là aussi que je comprends, mais comprendre n'est pas, contrairement à ce que dit ce crétin de Valls, comprendre n'est pas excusé. Il était encore sur France Inter ce matin, on se demande ce qu'il fout. Je ne sais pas pourquoi on invite ce type-là. Bon, mais non, je dis ça au passage parce que ça m'énerve. Je me la radio. J'ai pensé à toi, je me suis dit, il va arriver énervé. C'est pas possible. Pourquoi ce type parle encore, quoi. Bon. Donc c'est vrai que je dis que je comprends mais que j'excuse pas, mais c'est sûr que par exemple toute l'histoire de ma génération, les Brigades Rouges, ou même la Zala, la violence arménienne des années 80. Bon, j'ai fait un film entier du coup sur cette question-là, où justement les deux violences s'opposent, celle qui est ciblée, légitime, etc., qui s'attaque à des fascistes turcs, et celle qui n'est plus ciblée, je suppose des attentats, des bombes posées dans des endroits où il y a des civils, etc., etc. Voilà. Il y a des disputes violentes dans le film entre les deux tendances. Ouais, c'est vrai que je suis farouchement opposé à toute violence qui n'est pas
de légitime défense. Ça vaut aussi pour la violence verbale et vers la fin des entretiens, à propos du mot salaud, que tu n'hésites pas à... Voilà, pour toi, c'est prophylactique aujourd'hui. Oui, je crois, mais il faut ça. Bon, là, c'est un effet de forme, quoi. Je crois que parfois, il faut s'en servir. Ça revient aussi un petit peu à ce qu'on disait sur morale et politique, ou sur... pourquoi j'ai dit des salauds? Parce qu'effectivement, pendant donc la pandémie, vous verrez quand même, si vous regardez le livre, mais pendant la pandémie, à un moment donné, vous en avez tous entendu parler, les patrons des multinationales, en l'occurrence, des très très grandes multinationales, du commerce d'alimentation, etc., on dit, on donnera 1 000 euros à tous les gens qui ont travaillé avec nous pendant toute la pandémie et tout ça. Bon, finalement, on sort de la pandémie et on s'aperçoit que 90% ne donnent pas. Ils ne donnent pas, mais pas du tout. Il y en a qui ont proposé, alors, il y en a qui ont commencé à financer, c'est-à-dire à dire, oui, mais on va donner à ceux qui étaient à la caisse. Mais ceux qui étaient à l'arrière, dans les cartons et tout ça, ils étaient moins exposés. Donc à eux, on ne va pas leur donner. Après, on a dit, on pourrait peut-être leur donner un bon d'achat du magasin. Après, c'est hallucinant, c'est-à-dire que ils ont tous cherché à ne pas donner ces 1 000 euros, qu'ils s'étaient quand même engagés solennellement, et avec trompette et hautbois, je veux dire, à donner fort généreusement. Voilà, donc j'ai écrit un texte un peu fou furieux là-dessus, c'est dans l'IB, et où j'ai dit, ce sont des salauds, voilà, parce qu'il n'y a pas d'autre mot, enfin, je sais pas comment désigner ça autrement. Et je veux bien voir d'ailleurs le patron de Carrefour le regarder comme ça, lui dire, oui, tu es un salaud, voilà. Dis-moi pourquoi tu n'es pas un salaud, discutons. Qu'est-ce qui justifie un tel mensonge, abus de pouvoir, retour comme ça sur une décision, alors que les bénéfices s'engrangeaient quand même à ce moment-là. Je crois que là, il faut quand même il faut choquer un peu. C'est une espèce de... C'est difficile de choquer aujourd'hui d'ailleurs. De toute façon, mais il faut essayer d'arriver à... On ne peut pas dire simplement, c'est pas bien, c'est pas gentil, c'est pas... À un moment donné, il faut dire non. Voilà, vous êtes des salauds, vous êtes des salauds. Et enfin, je crois que le texte est plus lu, ce texte-là, dans l'IB, il était plus lu parce qu'ils avaient titré, je crois. Salaud, je ne me souviens plus très bien. Bon, alors. Eh ben voilà, tu vois, je l'ai donné la parole au public. Le public s'est emparé de la parole. Avant. Non, mais c'est une nouvelle forme maintenant. Si tu veux, on ne peut plus parler, nous. Alors, l'argent. Alors oui, sacré famille. Mais il y a un très long passage dans le livre sur cette question. Je vous engage à le lire. Ouais. Alors, est-ce qu'il y a des questions dans le public ou des... Ah ben voilà. Alors, le dernier film que j'ai vu, c'est La maison près de la mer, à oui. Barcelone, il y a 3 années. Oui. Alors j'ai pensé, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de l'empathie, solidarité. Non, je crois qu'il y a un lien entre communisme et chrétienté très fort. De toute façon. Non, mais c'est vrai, qui est fort, historiquement même. C'est vrai que le communisme, en tout cas français, occidental, se fonde sur un humus chrétien, forcément. Donc c'est quelque chose qui compte. Et c'est vrai, quand on relit, l'Église a toujours été traversée aussi par par deux tendances. Hein. Une Église réactionnaire et une Église extrêmement révolutionnaire. Donc si vous voulez, c'est le prêtre, je me souviens plus son nom, le théologien de la libération là au Brésil, qui disait, oui c'est ça, camarade, qui disait toujours quand je donne à manger aux pauvres, on dit que je suis un saint. Quand je partage mon repas et quand je demande pourquoi ils sont pauvres, on dit que je suis un communiste. C'est un peu ça les deux. Mais évidemment, ces deux attitudes-là sont très proches chez Camara l'été, par exemple. Ou chez Camilo Torres, qui a pris le maquis, où il y avait des prêtres résistants avec des armes. Donc c'est vrai que cette tendance-là, la tendance de ce que j'appelais tout à l'heure la bonté, de l'amour du prochain, en fait, pour utiliser carrément une formule chrétienne, c'est quelque chose, me semble-t-il, de très proche de l'idéal communiste.
Ben, c'est la sécurité sociale. Non, mais c'est vrai, ça existe dans un cadre, en fait, et dans un univers capitaliste, en fait. D'un coup, oui. Parce que je l'ai écrit le soir. Mais c'est vrai que... Non, mais c'est vrai qu'il y a des... Je vous dis ça, je pense que c'est des choses qu'on maîtrise pas tant que ça, quoi. Un peu quand même, mais... Avant de faire Gloria, je m'apprêtais à faire une comédie, en fait, qui était toute écrite, finie, terminée. Et j'ai pas... Et un jour, comme ça, je me suis dit, je peux pas faire ça, c'est pas possible. Voilà. Dans ce contexte-là, aujourd'hui, je peux pas raconter cette comédie-là. Elle était vraiment finie à 90%, prête à partir en financement, comme on dit. Et en 3 semaines, j'en ai écrit Gloria Mundi. Voilà. J'ai appelé mon ami Valetti qui a dû se dire ça y est, il fait encore une crise, on va voir ce qui se passe. Je lui ai dit, on a tout changé, ça n'a rien à voir avec la comédie que je voulais faire. Mais je sais pas, je peux rien dire si ce n'est que c'était effectivement mon humeur du moment. C'est une urgence en tout cas pour moi à raconter cette défaite, justement, j'allais dire cette défaite idéologique, quoi, où effectivement tout le monde devient... c'est vrai que, je sais pas, le personnage que joue Ariane est raciste. C'est affreux, quoi. On a les 2 Thénardier, le couple infernal, là, qui sont. On les appelait les Thénardier sur le tournage pour quand même se marrer un peu. Enfin, en fabricant, on rigole quand même quand on fait des films très durs. Bon. Et c'est vrai qu'il n'y en a pas eu. C'est une défaite humaine. Bien sûr, oui, bien sûr. Il n'y a que ce personnage un peu un surplomb qui est là, qui est un peu celui qui sort de prison, bon, qui croit encore qu'avec quelques haïkus, mais il se sacrifie. C'est tout à fait vrai, oui, bien sûr. Bien sûr, mais c'est exact. Je partage votre point de vue. Oui, monsieur. Dans le point d'interrogation dans le titre de votre livre, faut-il y voir un clin d'œil à Lucien Sèvres? Oui. Alors là, clairement, oui. Bravo. Qui était un ami, qui est quelqu'un que j'ai beaucoup admiré. Un jour, je l'ai rencontré, la première fois que je l'ai rencontré, il était professeur au lycée Saint-Charles à Marseille, pendant quelques années. Donc je l'avais entendu dans des conférences et tout ça, mais je ne l'avais pas approché. La première fois que je l'ai vu, peut-être 10 ans après, à Paris, je lui ai dit je voulais être vous. Quand tu parlais tout à l'heure d'intellectuel communiste. Bon. Mais je sais pas, j'ai un regret de... Ce dernier livre est remarquable. Hein. Tout à fait remarquable. Le dernier, qui est paru à titre posthume, qui s'appelle Le communisme, je crois, non? C'est le 4e tome. Lucien Sèvres, c'était un des grands philosophes, en fait, membre du Parti communiste français, dans les années 70, très, très, très brillant. Il y avait Lucien Sèvres et Althusser avec quelques querelles. Mais Lucien Sèvres a fait entrer quand même Althusser aux éditions sociales. Parce qu'il a eu... Vous voyez, c'est un débat entre 2 personnages, évidemment, aussi très bien connus, Althusser. C'est des gens qu'on a un peu oubliés aujourd'hui, mais Lucien Sèvres est mort du Covid. Hein. Mais en fait, il avait 13 ans, c'est ça. 93 ans, voilà. Et oui, il m'avait envoyé un mot récemment, juste avant. D'ailleurs, il m'avait envoyé un petit mot, là. Parce qu'il avait vu un film qui passait à la télé. Il m'avait envoyé un petit mot comme ça. Je ne pensais pas... Et il écrivait donc, il travaillait à ce dernier livre que je vous recommande à tous, mais qui est un pavé énorme. Je me souviens plus de la maison d'édition, Lucien Sèvres. Je sais plus qui a. C'est pas les éditions.
La dispute, voilà. La dispute. Est-ce que pour Si, oui, regretter tout à fait. la dernière internationale communiste, c'est-à-dire la troisième, et quel, à votre avis, pourrait être, à ce temps de globalité, un instrument pour coordonner au niveau mondial les forces progressistes dites socialistes, communistes? Compliqué. C'est Compliqué. Compliqué. Il faut imaginer que Non, je dis parfois en riant qu'il y a une internationale dans des débats, je dis qu'il y a une internationale du cinéma parfois. C'est-à-dire qu'il y a des gens comme ça, j'ai plusieurs fois dit, je dis, bon, là il y a Moretti qui est passé à Paris il y a 15 jours pour la sortie de son film, bon, et qui m'a envoyé un petit mot, les Dardennes, j'ai eu des nouvelles de Ken Loach il n'y a pas longtemps, que j'ai pas réussi à faire venir à Toulouse d'ailleurs, ça m'énerve, mais bon, c'est comme ça. Et donc il y a des Kaurismäki. Il y a des gens comme ça, ou très... Donc en riant, je dis que c'est un peu une internationale au cinéma. Ou une internationale plus structurée. Vous savez, les partis n'existent plus déjà nationalement. Pour qu'ils existent internationalement, il faut déjà qu'ils existent nationalement. C'est vrai que pour l'instant, la défaite est telle que et les partis sont soit disparus, soit en train de disparaître. Et ça va se précipiter, je crois, d'ailleurs, dans les temps qui viennent. Je crois que c'est pas être prophète que de dire ça. Là, ça va pas s'arranger. Dans les 3 mois qui viennent, ça va pas s'arranger. Donc il faudrait, pour qu'il y ait une action internationale, il faut qu'il y ait une action nationale déjà quand même. C'est le niveau auquel se constituent les luttes, c'est toujours compliqué, quoi. Tu voulais dire une bêtise? On se dit, ça va pas s'arranger, mais on est qu'à 4h30 de l'après-midi. C'est ça. Non. Et pas encore le soir. Normalement, c'est le soir que tu dis ça va pas s'arranger. D'accord. Ouais, c'est vrai. Là, j'ai un débat encore. Il faut que je sois encore en forme. J'ai une question. Parce que, bon, il est le bon temps de dire que la peste d'ailleurs a disparu. Elle n'a pas du tout disparu. Mais il y en a moins qu'avant. Elle est sous d'autres formes. Oui, alors. Voilà. Ouais, mais ça compte. C'est pas la même. Mais ça compte, la forme. J'en parle pas mal de ça, en fait, aussi. Mais... C'est idéologique, mais en fait, le gars, et chez Amazon, c'est la classe ouvrière. Non, non, oui, bien sûr. Alors, quelle est. Mais elle n'a pas le sentiment de l'être. la question, Chut. Pour eux, bon, ils ont affaire à des salauds, comme vous l'avez dit tout à l'heure. Alors, quelle est la solution? Enfin, quelle est la prise, quelle est la marge de manœuvre? Non, je crois- Attends, la violence, c'est ça, quoi. Parce que comme les gilets jaunes qui ont débordé, parce qu'ils n'avaient pas les moyens de s'exprimer, ou Oui. de le dire autrement, bon, forcément, ils allaient au mur. Ils sont allés dans l'impasse. Je- Parce que vous avez dit qu'ils n'auraient pas su s'organiser, se fédérer. Donc là, il y a un problème. Il y a une espèce d'impasse du mouvement. Je crois que vous avez raison, hein, mais je pense qu'il faudra du temps, en fait. Ça, si vous voulez, c'est vrai que c'est la nouvelle classe ouvrière, en fait. Bon, c'est les nouveaux. C'est quoi, de ce point de vue-là? C'est-à-dire que c'est la nouvelle catégorie sociale qui est la plus liée à l'exploitation, et de manière la plus éhontée. Voilà. Donc c'est ça la classe ouvrière. Bon. À part qu'effectivement, au 19e siècle, elle avait des mains comme ça, elle faisait la manutention, ils étaient très costauds, il y avait des bleus pourris, etc. Bon. Maintenant, ils ont des chemises blanches, pourraves, ceci dit, hein. Au bout de 3 lavages, elles sont foutues. Mais enfin, ils sont quand même habillés comme leur patron. Bon. Donc, il y a, et comme effectivement, c'est des nouveaux emplois. Enfin, c'est des travaux qui n'existaient pas il y a quelques années. C'est vrai, c'est des gens qui n'ont pas pris conscience. Là, il y a un relais qui n'est pas passé du tout. Quelqu'un qui allait travailler sur les quais à Marseille, par exemple, effectivement, il allait travailler et son oncle ou son père avait travaillé là. Il y avait, bon, c'est une activité qui se poursuivait. Là, c'est une nouvelle activité. C'est vrai que les gens qui travaillent là n'ont absolument pas conscience. Ils ne peuvent pas, d'ailleurs, avoir conscience qu'ils appartiennent, effectivement, à la même classe sociale, appelons ça comme ça. Donc, voilà. Donc, cette nouvelle classe ouvrière, elle existe en soi, mais comme on disait avant, elle n'existe pas pour soi. Voilà. Et il faut du temps pour qu'elle se constitue. Il faut des luttes, il faut du temps. Mais Amazon, il a commencé à exister des mouvements de grève, etc. Tout ça chez Amazon, hein, ça va pas durer comme ça éternellement. Le bonheur pour eux là, c'est sûr, il va se passer des choses. Si tu me permets, le meilleur mouvement de grève pour Amazon, c'est que les gens n'y achètent pas. Hein. Ouais, mais si tu veux, c'est vrai qu'il y a des mouvements de consommation. Non, mais Amazon, ça existe depuis 20 ans en France. Hein. Je veux dire, on arrivait à manger, à acheter des livres, à acheter des films ou à acheter des vêtements avant, sans Amazon. Il y avait les 3 Suisses, si on voulait.
Bien sûr. Bon, enfin, pour moi, là, c'est un peu comme justement Netflix Mais si et, les salaires... et l'exception culturelle, parce qu'on pourra aussi quand même en dire Ah bah deux oui, mots, oui, puisque oui, on- bien sûr, bien sûr, Ah. bien sûr, bien sûr. Mais l'exception culturelle est une chose qui continue cependant à exister en France, mais qui est effectivement battue par, du coup, parce que les internes sont ailleurs, parce que les moyens d'émission aujourd'hui ne sont même plus nationaux, donc il faut soumettre à des réglementations françaises des organismes, enfin des entreprises internationales. C'est pas simple. Ça a un petit peu bougé là. Netflix a signé des petits accords avec le cinéma français, avec pour la diversité, c'est un peu engagé. La taxation des GAFA, là aussi, ça a un petit peu bougé là. Oui, mais enfin, c'est quand même très, faire- très c'est- timide. Ça fait bouger des lignes, mais ça fait bouger des lignes tout le temps dans le même sens quand même. Hein. Et oui, non, C'est si une- tu c'est veux, une- c'est la une- seule c'est chose- une emprise. Hein. La seule chose qui pourrait se passer, si on prend les règles d'exception culturelle en France, c'est par exemple que la télévision, donc, pour mettre un volume, un certain volume de production français et européen, et s'engage aussi à diffuser, non seulement à produire, mais à diffuser aussi. Bon. Faire plier Netflix là-dessus, c'est tout le sens de... D'abord, il faut vouloir. Mais ça, en France, il y a quand même une assez large majorité de gens qui veulent essayer de les faire plier. Je veux dire, de droite, c'est un des endroits où la droite et la gauche classique, autant où il existait une droite et une gauche classique, étaient assez d'accord quand même sur l'exception culturelle. Et puis après c'est un combat et un rapport de force à nouveau, qui est possiblement gagnable. Mais s'il n'y a pas ça, effectivement, il y aura il y aura à nouveau une immense régression, une dévastation, c'est sûr. Je vois pas pourquoi et comment Netflix ferait effectivement les dizaines et les dizaines et les dizaines de films de la diversité qu'on fait en France. Parce qu'effectivement, ils sont pas. Ce n'est pas c'est absolument pas leur but. Du tout. Donc il va y avoir à nouveau une standardisation, qui existe déjà très fortement. Et là, c'est pareil. Il y a d'un côté le public, mais on peut appeler au boycott de Netflix. Moi, je suis d'accord. Alors ça m'amène à te demander de dire quelques mots peut-être sur cette expérience que tu auras eue ici à Toulouse, sur les questions d'archives du cinéma, d'histoire du cinéma, de préservation de toute cette histoire du cinéma à travers la préservation, parfois la restauration de cette immense production depuis plus d'un siècle. C'est cette expérience, elle était dans deux sens. Hein. Elle était dans le sens justement de ce travail de la Cinémathèque qui est à la fois de montrer et de protéger, et puis expérience d'ordre politique dans la proximité avec une association et avec ceux qui lui permettent aussi financièrement d'exister, c'est-à-dire des élus. Très, comment dire, évidemment, ça m'a confirmé, si tu veux, la nécessité, et surtout par les temps qui courent, je veux dire, avec ce que le cinéma est en train de perdre, pas qu'à cause des plateformes, mais aussi à cause de quelques réflexes qui ont disparu, j'espère provisoirement, tout simplement d'aller sortir et de mettre un pied dans une salle de cinéma. Donc, je veux dire, dans un contexte pareil, je veux dire, conserver effectivement l'histoire, la trace de ce qui s'est fait avant, la quantité de films, d'œuvres, de chefs-d'œuvre, même de films parfois moins réussis, mais qui ont des qualités justement de témoignages des époques dans lesquelles ils ont été réalisés. Donc tout ça est d'une nécessité, j'allais dire, encore plus vitale que ce que ça l'était il y a 10 ans, 15 ans, 20 ans. Je crois que les cinémathèques deviennent d'autant plus vitales que c'est un art qui est en train de prendre des coups de toutes parts. Voilà. Donc ça me semble... Et de la même manière, pour parler de politique, il est là aussi d'autant plus vital de déconnecter quand même d'une manière définitive, mais ça c'est très politique, un certain nombre d'activités humaines comme la santé, l'éducation, des choses comme ça, de les déconnecter de leur financement. C'est-à-dire que si le public, donc si l'argent public ne finance pas les cinémathèques, la culture, l'école, la santé, je veux dire, tout ça est amené à régresser. Je veux dire, bon, évidemment, on le voit
à l'hôpital, je veux dire, parce que même là, avec cette vague qui a lieu en ce moment et qui risque d'être encore plus mal vécue si jamais ça continue, j'espère que non, mais si ça continue et qui risque d'être plus mal vécu que la première, parce qu'en fait l'hôpital est en plus mauvais état que ce qu'il était au moment de la première vague, bon, c'est un comble. Je veux dire, ça ne devrait pas du tout arriver, c'est absolument anormal. Donc là aussi, c'est-à-dire justement, soit on crée effectivement, j'allais dire, du communisme, effectivement, déconnectant un certain nombre de choses de leur financement, donc en les rendant au public, enfin aussi si elles ont déjà été, mais parfois elles l'ont été au public déjà, et c'est vrai qu'on voit s'installer un désert, en fait, un désert culturel qui est terrifiant. Qui est terrifiant. Donc j'ai appris ça aussi, j'ai appris qu'effectivement, ça confirmait la nécessité pour tous les pouvoirs publics, donc pour toutes les tutelles, en fait, d'y aller, quoi, sur ces fonds-là. Et même si ça veut dire des choix, je veux dire, ça s'arbitre les finances d'une ville, d'une région ou d'une municipalité ou d'un État. Voilà, il y a des arbitrages. Je veux dire, peut-être qu'il ne faut pas tout payer, voilà. Mais on paie ça et pas ça. Donc les questions, il y a des choses qui doivent être absolument prioritaires. Les politiques ne peuvent pas, par rapport à des questions comme ça, ne peuvent pas continuer à faire ce qui se fait dans toutes les démocraties occidentales, du saupoudrage, essayer de flatter tel électeur, en filant 2 balles, 3 balles, 2 balles, 2,5, etc., etc. Il y a des endroits où il faut mettre le paquet, quoi, où il faut financer en se moquant de combien ça coûte. Enfin, quoi qu'il en coûte. Ce pouvoir de conviction qui est le tien ici ou lorsque tu rencontres les gens qui aiment ton cinéma, dans les salles de cinéma dans lesquelles tu interviens, ce pouvoir de conviction, il a été un peu émoussé parfois par l'accueil des politiques. Alors tu vas me dire, c'est aussi leur job, hein, mais ça n'a pas été facile. C'est vrai qu'on s'est battu pendant l'essentiel de mon travail a été budgétaire et financier, quoi, c'est sûr. Bon, c'est vrai que pour le dire comme ça, oui, non, je pense que le seul moment où j'ai fait quelque chose qui a à voir avec le cinéma directement, c'est que j'étais très heureux qu'on ait accueilli la rétrospective de Costa Gavras. Voilà, parce que Costa Gavras, qui est quelqu'un, c'est un peu l'incorruptible, hein, c'est d'un côté, bon. Donc depuis qu'il est président de la Cinémathèque française, il ne veut pas qu'il y ait de rétrospective de son travail dans la Cinémathèque française, en disant non, il y a un conflit d'intérêts, je ne veux pas. Donc on lui avait proposé de faire une rétrospective ici, ce qu'il a fait, il est venu passer un moment avec nous. Voilà. Je pense que c'est le seul truc que j'ai fait, j'ai dire, de l'ordre du cinéma, vraiment. Sinon, je n'ai fait que des choses de l'ordre du financement, quoi. Les conversations entre nous. Il fallait venir vivre à Toulouse. Oui, je sais. Je sais. Il n'y en a que pour Marseille, donc. Bon, ouais. Tu as ta réunion à quelle heure? Quelqu'un doit me prendre ici. Quelqu'un doit te prendre. Et m'amener au cinéma, mais à celui à côté, je crois, d'abord. Autour de 6 heures. Oui, c'est ça, c'est celui qui est à côté. Et après, on va au nouveau cinéma d'Utopia. D'accord. Où je suis jamais allé encore. Ok. Bon, je propose que nous arrêtions là la conversation, parce que tu en as encore 2 à venir. Ouais. Et puis, on va te proposer de signer près de l'entrée là-bas. D'accord. Et si les gens veulent te dire quelques mots en privé, avec plaisir. Ils auront cette faculté. Merci Robert. Et voilà. Merci à toi. Merci à vous. Merci. Merci Christian. C'était Robert Guédiguian lors de la présentation de son livre « Les lendemains chanteront-ils encore ?» édition Les Liens qui libèrent, à la librairie Ombre Blanche le 13 décembre 2021. Son dernier film « Twist à Bamako » est sorti sur les écrans le 5 janvier 2022. La rencontre que vous venez d'écouter était organisée en partenariat avec le cinéma ABC, réalisée et mise en onde par Radio Radio.